8h30, Patrick Cohen. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, le nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. Oui, avec cette photo que vous allez retrouver un peu partout, où l'on voit Kim Jong-un inspectant avec sérieux et concentration une charge nucléaire miniaturisée entourée de ses ingénieurs. Comment qualifier le leader nord-coréen ? C'est un fou pour Libération. Fou, oui, mais pas plus que son père, note le Figaro. On peut se demander s'il n'y a qu'un seul fou dans l'affaire, quand de l'autre côté, les États-Unis se disent prêts à utiliser leur capacité nucléaire si les menaces persistent. Le Washington Post rapporte l'inquiétude de la Corée du Sud, voisine immédiate de Pyongyang, que les États-Unis menacent de sanctions économiques. Le titre du quotidien américain est sans équivoque. Les dirigeants sud-coréens s'inquiètent du fait que Trump soit un peu dingue. Un dingue contre un fou, au-delà des qualificatifs. Pour l'opinion, ce feuilleton marque surtout l'hyper-impuissance américaine, incapable de jouer autre chose que les gros bras en matière de politique étrangère. Conclusion alarmiste de Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne. De toute façon, on voit mal quelle solution pourrait s'avérer la plus efficace. C'est ça le plus angoissant. Alors sommes-nous foutus, Patrick ? Une guerre nucléaire est-elle inévitable ? Ou au contraire, n'y a-t-il pas une méthode pour régler le conflit ? Si, répond Carole Bouillet dans l'Union, c'est la reconnaissance diplomatique de la Corée du Nord. Changer d'approche, l'humanité va dans le même sens et rappelle qu'il y a un an, Pyongyang demandait déjà aux États-Unis le droit d'être accueilli dans le club des puissances nucléaires et donc d'être traité comme tel. Certes, la Corée du Nord ne respecte pas le traité de non-prolifération, mais elle n'est pas la seule. L'Inde, le Pakistan et Israël ont aussi acquis la bombe atomique, sachant qu'on est quand même bien loin de ce qui devrait être la bonne résolution en matière nucléaire, puisque l'idée de désarmer reste totalement étrangère aux grands États. Le 7 juillet dernier, à l'ONU, un projet de traité pour l'abolition totale de l'arme nucléaire a été voté par 122 des 192 États membres, sauf les pays de l'OTAN et les pays détenteurs de la bombe. Moins explosif, mais incontournable, la rentrée des classes qui fait la une de presque toute la presse. Vos journaux sont tous attelés à la tâche pour monter des dossiers spécial rentrée. Le Progrès, par exemple, qui fait le point sur le vrai du faux sur les savoirs fondamentaux. On aurait abandonné les fondamentaux ? Faux, répond le journal. Lire, écrire, compter, ces enseignements occupent exactement le même volume horaire qu'en 1969. En revanche, oui, les élèves font moins de sport. Le Parisien, lui, propose de regarder ce qui se fait dans les autres pays, en prenant pour échelle de mesure le classement PISA, dans lequel la France arrive 27e. Quelle est la clé de réussite en Finlande, par exemple, qui arrive en 5e position ? Dans mon pays, explique Sani, 16 ans, le 0 n'existe pas et les notes commencent à partir de 4 sur 10. Pas de 0, donc, et des cours de soutien gratuits pour ceux qui ont du retard. Autre exemple, la Corée du Sud, 11e du classement. Chez nous, on travaille énormément, raconte Yen, 17 ans. Il y a beaucoup de pression et les établissements scolaires sont ouverts de 8h à 23h. Oui, 23h, est-ce bien nécessaire, sachant que ce qui compte, tous les enseignants le disent, c'est surtout d'obtenir l'attention des élèves. C'est l'objet d'un article à lire sur le site du Figaro qui met en avant le programme Atoll comme attentif à l'école, un projet lancé par Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences à l'INSERM. 1000 enfants d'une quarantaine de classes près de Lyon et Grenoble ont déjà participé à ce programme et l'idée, c'est de donner des leviers aux enseignants pour sortir de l'injonction traditionnelle et généralement inefficace. Concentre-toi. Au lieu de ça, le professeur explique à l'enfant de façon scientifique ce que signifie se concentrer, le tout à l'aide de fiches pédagogiques détaillant le fonctionnement du cerveau. Résultat, conclut le Figaro, les profs ont tous demandé à renouveler l'expérience pour cette année, le programme ayant permis de canaliser des enfants considérés ingérables, comme quoi il suffit parfois de changer d'approche. Enfin, qui dit rentrée dit facilement bonne résolution. Oui. On parle cette fois d'environnement et de déchets. Et oui, puisque le Premier ministre Édouard Philippe a fixé un objectif bien précis le 4 juillet, recycler 100% des plastiques d'ici 2025. Science et Avenir a donc enquêté sur la mutation en cours des méthodes de recyclage. Aujourd'hui, 9% seulement des plastiques sont recyclés. La difficulté, explique le magazine, vient du mélange des plastiques utilisés par les industriels. Trop de formules, trop de mélanges différents, mais bonne nouvelle, après des années de recherche, l'entreprise Veolia est parvenue à résoudre le problème. On pourra donc bientôt recycler tous les plastiques,
pots de yaourt compris. Reste à moderniser les centres de tri, une opération qui se terminera en 2020. Alors ça, c'est pour la France, mais à l'autre bout du monde, aux États-Unis, la ville de San Francisco va encore plus loin et s'essaye au zéro déchet. Aline, 22 ans et blogueuse écolo, raconte dans le trimestriel Oui Demain comment la ville californienne a radicalement changé sa façon de collecter les ordures. Fini la poubelle unique, interdiction totale des sacs plastiques, bien sûr, mais aussi de vendre des objets en polystyrène ou de distribuer des bouteilles à usage unique. Mise en place de 3 poubelles de tri, une pour les déchets organiques qui sont transformés en compost, une autre pour les déchets recyclables et la dernière pour le reste. Plus cette dernière est remplie, plus la facture de votre immeuble grimpe. Un système de tri intensif qui a conduit la blogueuse reporter à la conclusion suivante. Il faut recycler moins, lance-t-elle, parce que ce système reste extrêmement polluant. Collecte en porte-à-porte, transport jusqu'au centre de tri, marche en continu de dizaines de machines géantes, sans compter l'énergie dépensée pour la fonte des nouveaux matériaux. Bien sûr, le recyclage des déchets est préférable à la décharge, dit-elle, mais ne pas en produire reste la meilleure option. Alors pour ceux qui se cherchent une bonne résolution de rentrée, voilà une vraie révolution copernicienne dans la façon dont nous faisons tous nos courses. Pas simple, certes, mais il suffit de changer d'approche. Marion Lagardère pour la revue de presse. Merci beaucoup. Europe 1.